Bastien connaissait chaque pierre et chaque sentier de cette vallée reculée, un monde à part où le temps semblait écoulé au rythme lent des saisons et de la transhumance de son troupeau. Sa vie était un tissu de routine immuable, une existence simple tissée entre le soin de ses moutons et l'entretien de sa modeste ferme. Au cœur de ce paysage se trouvait la Chagrigne, une rivière au nom étrange qui serpentait à travers les collines comme une veine d'argent liquide. Pour les habitants, elle était à la fois une source de vie et un mystère silencieux, ses eaux charriant des histoires aussi anciennes que les montagnes qui l'entouraient. Bastien, comme son père avant lui, vivait en harmonie avec elle, sans jamais chercher à percer ses secrets. La Chagrigne n'était pas qu'un simple cours d'eau pour lui, était une présence constante, une compagne dont il avait appris à lire les humeurs. Il respectait sa colère, lors des crues printanières qui menaçaient de tout emporter, et chérissait sa fraîcheur bienveillante, durant les étés écrasants de soleil. Les anciens du village, dont les voix étaient tues depuis longtemps, disaient que la rivière possédait une mémoire, qu'elle se souvenait de chaque visage qui était penché sur son reflet, et de chaque secret murmuré sur ses rives. Bastien avait toujours considéré ces paroles comme de simples contes pour effrayer les enfants, des fables poétiques pour donner une âme à la nature. Il n'avait jamais vraiment cherché à comprendre le poids de cette sagesse ancienne. Cependant, cette année-là, une sécheresse impitoyable était abattue sur la vallée, rongeant la terre jusqu'à l'os et transformant les pâturages verdoyants en étendues de paille sèche. L'herbe se faisait rare, le troupeau de Bastien maigrissait à vue d'eau, et les revenus de la laine et du lait s'amenuisaient comme la rivière elle-même. Le souci était devenu son ombre, une angoisse sourde qui pesait sur ses épaules du matin au soir. Chaque jour, il menait ses bêtes vers les points d'eau restants, le cœur lourd, se demandant comment il allait survivre à cette épreuve que la nature lui imposait. Le désespoir commençait à creuser son sillon dans son esprit, le rendant plus vulnérable qu'il ne l'aurait jamais cru. C'est lors d'un après-midi particulièrement torride, alors que ses moutons s'abreuvaient péniblement dans le mince filet d'eau, que était devenue la Chagrigne, qu'une lueur anormale attira son regard. Au fond du lit presque à sec, parmi les galets gris et ternes, une pierre noire et parfaitement lisse, semblait pulser d'une lumière intérieure. Ce n'était pas le simple reflet du soleil. Était un éclat étrange, hypnotique, comme si un fragment de nuit étoilée était retrouvé piégé sous la surface de l'eau. L'objet semblait l'appeler, se distinguant de tout ce que la rivière lui avait jamais montré. On aurait dit un trésor oublié, une promesse silencieuse dans un monde qui n'offrait plus que des difficultés. Intrigué, il s'approcha et plongea son bras dans l'eau étonnamment glacée, ses doigts cherchant à tâtons la source de cette lumière. Au contact de sa peau, la pierre dégageait une chaleur anormale, une sensation à la fois troublante et curieusement réconfortante. Elle tenait parfaitement dans sa paume, lourde et soyeuse. Aussitôt, une pensée avide, aussi rapide et tranchante qu'un éclair, traversa son esprit tourmenté. S'il vendait cette pierre au marché de la ville voisine, il pourrait acheter du fourrage pour ses bêtes, réparer son toit, et passer l'hiver sans crainte. Cette seule pensée suffit à faire taire la petite voix de la raison qui commençait à élever en lui. Un frisson soudain lui parcourut l'échine, un avertissement glacial qui n'avait rien à voir avec la température de l'eau. Pendant un bref instant il hésita. Une vieille règle, un fragment de sagesse paysanne, entendu dans son enfance, et presque oublié, refit surface dans sa mémoire. Ne prends jamais ce que la rivière ne t'offre pas avec le courant. Était un avertissement contre l'arrogance de l'homme face aux forces anciennes. Mais la vision de ses moutons affaiblis et la peur du lendemain furent plus puissantes que la prudence héritée de ses ancêtres. Il ferma la main sur la pierre et la glissa dans la poche de son pantalon, sentant son poids étrange et rassurant contre sa jambe. Alors qu'il se relevait, ses moutons s'agitèrent brusquement, leur bêlement devenant nerveux et craintif sans aucune raison apparente. Il semblait sentir une présence que lui-même ne percevait pas. Il ignora leur agitation, la mettant sur le compte de la soif et de la chaleur. Le soir venu, alors qu'il était assis devant sa cheminée, un courant d'air s'infiltra par la porte mal jointe. Avec lui, il apporta un son étrange, un murmure si faible qu'il aurait pu être qu'une illusion. Pourtant, il lui sembla distinctement entendre un nom qui fit se glacer son sang, celui de sa grand-mère, morte depuis plus de 20 ans. Il secoua la tête, chassant cette idée folle, se persuadant que ce était que le vent jouant dans les feuilles mortes. La nuit suivante, le murmure revint, mais il était plus dehors, porté par le vent. Il était à l'intérieur de la maison,
un chuchotement sec et persistant qui semblait glisser le long des murs en pierre. Bastien se redressa sur sa paillasse, le cœur battant à grands coups dans sa poitrine. Cette fois, ce N était pas seulement le nom de sa grand-mère. Il entendit celui de son père, puis celui d'un voisin décédé l'hiver précédent, une litanie funèbre qui semblait échapper des fissures du plancher. Il se leva, une lanterne à la main, inspectant chaque recoin de sa modeste demeure. Il ne trouva rien, aucune source logique à ses voix. Seul le silence lui répondit, un silence soudainement plus lourd et plus menaçant qu'auparavant. La pierre dans sa poche semblait peser une tonne, un poids glacial contre sa cuisse. La barrière de son foyer venait d'être franchie. Au fil des jours, la terreur changea de forme. Les murmures étaient devenus une toile de fond à sa solitude, mais de nouvelles manifestations commencèrent. Aux confins de son champ de vision, des ombres fugitives dansaient et se dérobaient dès qu'il tournait la tête. Ce N n'était pas les jeux de lumière du soleil couchant ou les formes des arbres. Ces silhouettes avaient une intention, une manière de se mouvoir qui n'appartenait pas au monde naturel. Une présence constante et oppressive s'installa, un poids sur ses épaules, un souffle froid sur sa nuque, même lorsque les fenêtres étaient closes. Le plus troublant était que ces phénomènes ne se produisaient que lorsqu'il était seul. Dès qu'il croisait un autre berger dans les collines, tout redevenait normal, le laissant douter de sa propre santé mentale. Mais la solitude, autrefois sa compagne, était maintenant son ennemi juré. Ses tentatives de rationalisation s'effritaient comme la terre sèche sous ses pieds. Au début, il avait accusé la fatigue, la faim, le chagrin qui rongeait son esprit. Mais la régularité et l'intensité croissante des événements balayaient ses explications fragiles. La peur était muée en une paranoïa glaciale. Il se sentait épié à chaque instant, chaque craquement du bois de sa maison devenant une menace potentielle. Il commença à barricader sa porte la nuit, non plus contre les loups, mais contre quelque chose d'invisible qui voulait entrer. Il bourrait de vieux chiffons la serrure et les interstices des fenêtres, dans une vaine tentative de faire taire les voix. Mais les murmures persistaient, semblant désormais naître des murs eux-mêmes, comme si la maison tout entière lui chuchotait les noms de ses morts. Hélène n'était plus simplement effrayé, il était traqué dans son propre sanctuaire. Une nuit, la présence devint presque tangible. L'air de sa chambre s'étoffe devenant si froid que sa propre respiration formait des volutes de buée devant ses yeux. Il resta pétrifié dans son lit, les draps tirés jusqu'au menton, n'osant ni bouger ni respirer. Les chuchotements N étaient plus de simples noms. C étaient des bribes de phrases, des fragments de conversations passées, des échos de souvenirs qu'il avait partagés avec ceux qui, N, étaient plus. Puis, dans le coin le plus sombre de la pièce, une ombre se détacha de l'obscurité. Elle était plus noire que la nuit elle-même, une forme vague et mouvante qui n'avait rien d'humain. Elle pulsa lentement, comme un cœur malade. Bastien comprit alors, avec une certitude qui glaça son sang et arrêta son cœur, qu'il était définitivement plus seul dans la pièce. Poussé par une terreur qui avait dévoré les dernières bribes de sa raison, Bastien gravit la pente menant à la masure de Solange, la doyenne du hameau. Il la trouva sur son seuil, comme si elle l'attendait, ses mains noueuses occupées à trier des herbes séchées dont l'odeur âcre flottait dans l'air. Ses yeux, vifs et perçants comme ceux d'un oiseau de proie, ne montrèrent aucune surprise en voyant son visage dévasté par la peur et le manque de sommeil. Sans un mot, elle lui fit signe d'entrer. Dans la pénombre de l'unique pièce, qui sentait la cire et la poussière des siècles, Bastien déballa son histoire d'une voix brisée, chaque mot lui coûtant un effort surhumain. Il parla des murmures, des ombres, de la présence glaciale, et enfin, il sortit la pierre noire de sa poche. À la vue de l'objet, le visage de Solange, parcheminé de rides, se durcit comme la pierre elle-même. Ses lèvres se pincèrent en une ligne fine et cruelle. Elle ne prit pas la pierre, mais la dévisagea avec un mélange de crainte et de colère. « Imbécile !» siffla-t-elle, sa voix un crissement de feuilles mortes. « Tu ne sais donc rien des lois anciennes ? Tu as volé ce qui ne doit jamais être touché. » Ce n'est pas une simple pierre, c'est l'It-Elol, œil de la plaignante, l'encre qui la retient à notre monde. Le nom résonna dans le silence de la pièce, lourd d'une menace ancestrale. Pour la première fois, la peur de Bastien avait un nom, et cette certitude était infiniment plus terrifiante que l'ignorance. Il n'était pas fou, il était la proie d'une chose bien réelle. Solange se leva et commença à arpenter la pièce, son ombre dansant à la lueur de la bougie. La plaignante n'est pas une seule âme, commença-t-elle d'un ton grave, celui des conteurs qui transmettent des vérités dangereuses. Elle est la somme de toutes les tristesses, de toutes les vies volées par la chagrigne. C'est l'esprit collectif de chaque homme,
femme et enfant, qui s'est noyée dans ces eaux glaciales depuis la nuit des temps. Elle est une faim éternelle, une mélancolie qui ne peut être apaisée. Elle convoite la chaleur des vivants, car elle n'a plus que le froid de la tombe liquide. C'est pour cela qu'elle murmure le nom des morts, utilisant nos souvenirs et notre chagrin comme un hameçon pour nous attirer vers elle, pour nous ajouter à sa solitude. Elle s'arrêta devant Bastien, le fixant de ses yeux pénétrants. En prenant sa pierre, tu as fait bien pire que de la déranger. Tu as commis un acte d'avidité, un péché que ces anciennes entités ne pardonnent jamais. Ton désir de richesse a agi comme un phare dans sa nuit éternelle. Tu lui as montré ta chaleur, ta vitalité, et tu as pris une partie d'elle-même. Maintenant elle te veut en échange. Elle ne te lâchera pas. Elle a lié ton nom à sa plainte, et elle continuera de t'appeler, de te hanter, jusqu'à ce que ton corps rejoigne les autres, au fond de son lit boueux. Elle croit que tu lui appartiens, et elle est venue réclamer son dû. Tu as réveillé une faim que personne n'avait dérangée depuis des générations. Armé des paroles de Solange comme d'un fragile bouclier, Bastien retourna vers la Chagrigne, alors que le crépuscule dévorait les dernières lueurs du jour. Le monde se trouvait dans cet entre-deux incertain, ni tout à fait vivant, ni encore mort, un état qui semblait parfaitement convenir à la nature de la créature qu'il s'apprêtait à affronter. L'air était devenu d'un froid surnaturel, chaque bouffée de vent portant avec elle une myriade de chuchotements indistincts, comme si tous les fantômes de la vallée S étaient donnés rendez-vous sur cette rive pour assister à son jugement. La peur était une bête vivante dans ses entrailles, mais le souvenir du visage de Solange, dur et sans pitié, le forçait à avancer, un pas après l'autre, vers le cœur de son cauchemar. Ses mains, rendues maladroites par le tremblement, luttèrent pour déboutonner sa chemise de paysan. Le tissu rêche frotta sa peau glacée alors qu'il la retournait, accomplissant le premier geste du rituel. Était un acte simple, presque enfantin, mais dans ce contexte, il était chargé d'une signification ancestrale. À l'instant où il la remit, le chaos des murmures sembla vaciller. Une fraction de seconde de confusion, une dissonance dans le cœur macabre, comme si la créature avait été momentanément aveuglée. Cet infime répit lui donna le courage nécessaire. Il serra plus fort la pierre noire dans sa paume, sa surface lisse et froide contrastant avec la sueur de sa peau. Il était prêt, ou du moins, il s'en persuadait. Il s'avança jusqu'au bord même de l'eau, ses bottes s'enfonçant dans la boue molle et froide de la berge. L'eau noire clapotait doucement, mais ce son familier était désormais empreint d'une menace terrible. Les chuchotements reprirent, plus forts, plus agressifs qu'auparavant. Ce N était plus des noms isolés, mais une tempête de voix entremêlées, des supplications, des accusations, des regrets. Des visages pâles et déformés semblaient se former et se défaire juste sous la surface de l'eau, des apparitions fugaces qui cherchaient à accrocher son regard. La plaignante l'assaillait de toutes ses forces, utilisant le poids de ses morts pour écraser son esprit, avant même que la véritable épreuve ne commence. Il ferma les yeux, se concentrant sur le poids de la pierre dans sa main. Puis, soudainement, le vacarme cessa, un silence total assourdissant tomba sur la rivière. Et dans ce silence, une seule voix éleva, une voix qui transperça Bastien jusqu'à l'île, âme, contournant toutes ses défenses. Était la voix de sa mère, morte de maladie 10 ans plus tôt. Elle était exactement comme dans ses souvenirs, douce, empreinte d'une légère fatigue, mais pleine d'un amour infini. « Bastien, mon enfant !» appela-t-elle depuis l'autre côté de l'eau. « J'ai si froid ici, toute seule. Viens me chercher, mon fils. Aide-moi à me réchauffer. N'abandonne pas ta mère. » Était son arme la plus cruelle, l'attaque la plus dévastatrice que l'entité pouvait concevoir, forgée à partir de son plus profond chagrin. Des larmes brûlantes jaillirent des yeux de Bastien, brouillant sa vision. Son cœur se serra dans un étau de douleur si intense qu'il eut le souffle coupé. Était-elle, chaque inflexion, chaque vibration était parfaitement juste. Une partie de lui, la partie enfantine qui n'avait jamais cessé de pleurer sa perte, hurla pour qu'il obéisse. Son corps répondit avant son esprit. Son pied se souleva, prêt à faire le pas fatal dans l'eau glacée qui le séparait de cette promesse impossible. L'illusion était totale, la tentation irrésistible. La plaignante avait trouvé la faille dans son armure, et elle s'y engouffrait avec une patience prédatrice, sachant qu'elle était sur le point de le réclamer pour toujours. Alors que son esprit était sur le point de se noyer dans le chagrin, une autre voix, plus rêche et plus vivante, se fit entendre dans sa mémoire, celle de Solange, crissant comme une branche sèche. La voix qui te brisera le cœur. L'avertissement était un fil de fer barbelé,
auquel il se raccrocha désespérément. Seven n'était pas sa mère. C était un piège, une imitation obscène tissée avec ses propres souvenirs. Cette prise de conscience fut comme une décharge de glace dans ses veines. Rassemblant les dernières miettes de sa volonté, il résista à l'attraction, son corps se tendant dans un effort surhumain pour ne pas céder à la complainte la plus douce et la plus mortelle qu'il ait jamais entendue. Avec un grognement qui était à la fois un cri de défi et un sanglot de douleur, il porta sa main libre à sa bouche. Il ne réfléchit plus. Il mordit son propre index, enfonçant ses dents dans sa chair avec la force du désespoir. Une douleur fulgurante et blanche explosa dans sa main, irradiant le long de son bras. Immédiatement, le goût métallique et chaud du sang remplit sa bouche. Ce choc brutal, cette affirmation violente de sa propre vie et de sa propre douleur, brisa net le sortilège. La voix de sa mère se mua en un hurlement strident et inhumain, une cacophonie de rage et de frustration qui fit vibrer l'air autour de lui, avant de s'y éteindre complètement. Libéré de l'enchantement, l'esprit soudainement clair et glacé, Bastien ne perdit pas une seconde. Son bras se tendit en arrière, puis se projeta en avant avec toute la force qu'il put rassembler. La pierre noire, l'ose, œil de la plaignante, décrivit un arc sombre dans l'air du crépuscule avant de frapper la surface de l'eau, avec un ploc sonore et définitif. Elle disparut instantanément dans les profondeurs. À l'endroit de l'impact, l'eau se mit à bouillonner furieusement, comme si une chaudière venait d'exploser dans les abysses. Une vague de froid encore plus intense que tout ce qu'il avait ressenti balaya la rive, portant avec elle un gémissement silencieux, une onde de pure agonie qui résonna directement dans son crâne. Puis, aussi vite qu'il était venu, le tumulte cessa. Le silence qui s'abattit sur la rive fut plus assourdissant que le tumulte des voix. Le froid surnaturel se retira comme une marée, laissant derrière lui l'air frais et ordinaire d'une fin de soirée. Bastien resta là, chancelant, la poitrine haletante, le goût âcre de son propre sang se mêlant à celui de la peur sur sa langue. La douleur lancinante à son index était un point d'ancrage dans la réalité, une preuve tangible qu'il était encore en vie, que son corps lui appartenait toujours. Il n'attendit pas de voir si autre chose allait émerger des profondeurs calmes de la Chagrigne. Sans un regard en arrière, il tourna les talons et se mit à courir, fuyant non seulement la rivière, mais aussi le souvenir de la voix qu'il avait presque condamnée. Le chemin du retour vers sa ferme fut un supplice d'un autre genre. La peur-haine était plus celle d'une confrontation, mais celle, plus insidieuse, de la solitude et du souvenir. Chaque bruissement de feuilles semblait porter écho d'un murmure. Il barricada sa porte et s'effondra sur sa paillasse, sans même prendre la peine d'allumer une lampe, comme si l'obscurité pouvait le cacher. Le sommeil ne vint pas. Il attendit, les yeux grands ouverts, jusqu'à ce que les premières lueurs blafardes de l'aube se glissent à travers les interstices des volets. Le lever du soleil n'apporta aucun réconfort, aucune chaleur. Était une lumière froide, accusatrice, qui révélait simplement la misère de sa fatigue et la profondeur de la terreur qui était gravée sur son visage. Il avait survécu à la nuit, mais il sentait que quelque chose en lui était resté au fond de l'eau. Les jours qui suivirent ramenèrent une parodie de normalité. Le soleil brillait, ses moutons broutaient, et la vallée semblait inchangée. Mais pour Bastien, tout était différent. La cicatrice sur son doigt, une petite marque blanche en forme de croissant, était un rappel constant. Mais la blessure la plus profonde était invisible. Il ne pouvait plus s'approcher de la Chagrigne. La vue de son clapotis autrefois apaisant lui donnait la nausée, et le son de son courant lui glaçait le sang. La paix qu'il avait toujours connue dans sa solitude était brisée à jamais. Le silence-haine était plus un réconfort, mais une toile de fond sur laquelle il craignait à chaque instant d'entendre à nouveau un nom murmuré. Il avait appris la plus dure des leçons, que certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais complètement. L'histoire de Bastien n'est pas qu'un simple conte pour effrayer les enfants au coin du feu. C'est une leçon gravée dans la pierre et l'eau, un avertissement pour tous ceux qui pensent que la nature est une chose inerte, que l'on peut piller à sa guise. Écoutez attentivement et souvenez-vous. La rivière a une mémoire, et ne pardonne jamais l'avidité. Son courant emporte bien des choses, mais ce qui gît en son lit, lui appartient en propre. Ne prenez jamais ce qui ne vous est pas offert par le flot, car en dérangeant son repos, vous réveillez les chagrins qui y dorment. L'avidité de Bastien, née de son désespoir, a été la clé qui a ouvert une porte vers un monde froid et affamé. Il a survécu, oui, mais une partie de lui est restée prisonnière de ce souvenir glacial, une ombre dans son âme qui ne le quittera plus jamais. Soyez donc sur vos gardes. La plaignante est une entité patiente et rusée.
Elle ne se montre pas au grand jour mais tend ses pièges dans les moments de faiblesse. Méfiez-vous des pierres trop parfaites, des lueurs contre nature, qui brillent au fond des eaux claires. Ce sont ses yeux, des appâts qu'elle dépose pour les âmes alourdies par le malheur ou la convoitise. Et si d'aventure, près d'une rive silencieuse, vous entendez murmurer les noms de vos chers disparus, ne répondez sous aucun prétexte. Haine, écoutez pas. C'est sa voix, tissée avec vos propres souvenirs, qui tente de vous charmer pour vous entraîner dans son étreinte glaciale. Chaque mot qu'elle prononce est un hameçon destiné à s'accrocher à votre chagrin, pour vous tirer vers le fond, où vous rejoindrez sa solitude éternelle. Si, malgré tout son sortilège vous saisit, si le chagrin devient si puissant qu'il vous pousse vers l'eau, il existe un ultime et terrible remède. Souvenez-vous de l'ancienne sagesse, celle qui se transmet à voix basse. Mordez votre propre chair, goûtez votre propre sang. Cet acte de douleur est une affirmation brutale de votre existence. Le goût chaud et métallique de la vie est un anathème pour les morts, une réalité qu'ils ne peuvent ni comprendre, ni supporter. La douleur vous rappellera violemment à quel monde vous appartenez, brisant l'illusion tissée par le chagrin. C'est un prix terrible à payer, mais il n'est rien comparé à l'éternité passée, dans un tombeau liquide. Respectez l'eau, craignez sa mémoire, et peut-être, seulement peut-être, vous laissera-t-elle en paix.